Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel ouvrage, celui d'Ali Baba et les 40 voleurs. Alors, Ali Baba, c'est un personnage des contes des mille et une nuits. Les premiers manuscrits auraient été trouvés en Perse, mais son origine semble quand même diverse. On parle de Perse, d'Inde, d'Égypte ou encore de Moyen-Orient. Mais commençons sans plus attendre notre histoire. Je vous souhaite un agréable moment. Histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs exterminés par une esclave. La sultane Scheherazade, éveillée par la vigilance de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire à laquelle il s'attendait. Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Perse, aux confins des États de votre Majesté, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim, et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'ils les avaient partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard, néanmoins, en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre, qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement, et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir, lui et ses autres enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt, et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes, lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ces cavaliers pouvaient en être. Sans considérer ce que deviendraient ces ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre, dont les branches à peu de hauteur se séparaient en rond, si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu. Et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher, isolé de tous les côtés, beaucoup plus haut que l'arbre, et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter en haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher. Ils mirent pied à terre, et Ali Baba, qui en compta 40, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompait pas, en effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin, et avaient là leur rendez-vous. Et ce qu'il les vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe. Et ils se chargèrent chacun de leurs valises. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent, chargé de sa valise comme les autres, qu'Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs, s'approcha du rocher, fort près du gros arbre où il s'était réfugié. Et après qu'il se fut fait chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement. « Sésame, ouvre-toi » qu'Ali Baba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcées, une sorte de porte s'ouvrit, et après qu'ils eurent fait passer tous les gens devant lui, et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi, et la porte se referma.
Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher, et Ali Baba, qui craignait que quelqu'un d'eux ou tous ensemble ne sortissent, s'il quittait son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir des 2 chevaux, en monter un et mener l'autre par la bride, et de gagner la ville en chassant ses 3 ânes devant lui. Mais l'incertitude de l'événement fit qu'il prit le parti le plus sûr. La porte se rouvrit. Les 40 voleurs sortirent, et au lieu que le capitaine était entré le dernier, il sortit le premier. Et après les avoir vus défiler devant lui, Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles. « Sésame, referme-toi » Chacun retourna à son cheval, le brida, rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine enfin vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à la tête et reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ali Baba ne descendit pas de l'arbre. Il se dit en lui-même « Ils peuvent avoir oublié quelque chose à les obliger de revenir et je me retrouverai attrapé si cela arrivait. » Il les conduisit de l'œil jusqu'à ce qu'il les eût perdus de vue et il ne descendit que longtemps après pour plus de grande sûreté. Pour plus grande sûreté. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité d'éprouver si, en les prononçant, elle ferait le même effet. Il passa au travers des arbrisseaux et il aperçut la porte qu'il cachait. Il se présenta devant et dit « Sésame, ouvre-toi » Et dans l'instant, la porte s'ouvrit, toute grande. Ali Baba s'était attendu de voir un lieu des ténèbres et d'obscurité, mais il fut surpris d'en voir un bien éclairé, vaste et spacieux, creusé en voûte, élevé à main d'homme, qui recevait la lumière du haut du rocher par une ouverture pratiquée d'eux-mêmes. Il vit de grandes provisions de bouche, des ballots de riches marchandises, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de grand prix et surtout de l'or et de l'argent monnayé par tas. Et dans des sacs, ou grandes bourses de cuir, les unes sur les autres, et à voir toutes ces choses, il eût paru qu'il y avait non pas de longues années, mais des siècles que cette grotte servait de retraite à des voleurs qui avaient succédé les uns et les autres. Ali Baba ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre. Il entra dans la grotte et, dès qu'il y fut entré, la porte se referma. Mais cela ne l'inquiéta pas. Il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s'attacha pas à l'argent, mais à l'or monnayé, et particulièrement à celui qui était dans les sacs. Il en enleva à plusieurs fois autant qu'il pouvait emporter, et qu'ils purent suffire pour faire la charge de ses 3 ânes. Il rassembla ses ânes qui étaient dispersés, et quand il les eut fait approcher du rocher, il les chargea des sacs, et, pour le cacher, il accommoda du bois par-dessus de manière qu'on pouvait les apercevoir. Quand il eut achevé, il se présenta devant la porte. Et il n'eut pas prononcé ces paroles. « Sésame, referme-toi » qu'elle se referma, car elle s'était fermée d'elle-même chaque fois qu'il y était entré, et était demeurée ouverte chaque fois qu'il était sorti. Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville. Et, en arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans une petite cour et referma la porte avec grand soin. Il mit bas le peu de bois qui couvrait les sacs et il porta les sacs dans la maison, qu'il posa et arrangea devant sa femme qui était assise sur un sofa. Sa femme mania les sacs et, comme elle fut aperçue qu'ils étaient pleins d'argent, elle soupçonna son mari de les avoir volés. De sorte que quand il eut achevé de les apporter tous, elle ne put s'empêcher de lui dire « Ali Baba, seriez-vous assez malheureux pour… » Ali Baba l'interrompit. « Paix, ma femme, dit-il. Ne vous alarmez pas, je ne suis pas un voleur. À moins que ce ne soit l'être que de prendre sur des voleurs.
Vous cesserez d'avoir cette mauvaise opinion de moi quand je vous aurai raconté ma bonne fortune. » Il vida alors les sacs, qui firent un gros tas d'or, dont sa femme fut éblouie. Et, quand il lui fit le récit de son aventure, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et en achevant, il lui recommanda sur toutes ces choses de garder le secret. La femme, revenue et guérie de son épouvante, se réjouit avec son mari du bonheur qui leur était arrivé. Et elle voulut compter, pièce par pièce, tout l'or qui était devant elle. « Ma femme, lui dit Ali Baba, vous n'êtes pas sage, que prétendez-vous faire ? Quand auriez-vous achevé de compter ? Je vais creuser une fosse et l'enfouir dedans. Nous n'avons pas de temps à perdre. » « Il est bon, reprit la femme, que nous sachions au moins, à peu près, la quantité qu'il y en a. Je vais chercher une petite mesure dans le voisinage et je le mesurerai pendant que vous creuserez la fosse. » Ma femme reprit. « Ali Baba, ce que vous voulez faire n'est bon à rien. Vous vous en abstiendrez si vous voulez me croire. Faites néanmoins ce qu'il vous fait plaisir, mais souvenez-vous de garder le secret. » Pour se satisfaire, la femme d'Ali Baba sort et elle va chez Cassim, son beau-frère, qui ne demeurait pas loin. Cassim n'était pas chez lui. Et à son défaut, elle s'adresse à sa femme, qu'elle prie de lui prêter une mesure pour quelques moments. La belle-sœur lui demanda si elle la voulait grande ou petite, et la femme d'Ali Baba lui en demanda une petite. « Très volontiers, dit la belle-sœur, attendez un moment. Je vais vous l'apporter. » La belle-sœur va chercher la mesure et elle la trouve. Mais comme elle connaissait la pauvreté d'Ali Baba, curieuse de savoir quelle sorte de grain sa femme voulait mesurer, elle s'avisa d'appliquer adroitement du suif au-dessus de la mesure. Et elle y en appliqua. Elle revint et, en la présentant à la femme d'Ali Baba, elle s'excusa de l'avoir fait attendre sur ce qu'elle avait eu de la peine à trouver. La femme d'Ali Baba revint chez elle, elle pose la mesure sur le tas d'or, l'emplit et la vide. Un peu plus loin, sur le sofa. Jusqu'à ce qu'elle eût achevé, elle fut contente du bon nombre de mesures qu'elle en trouva, dont elle fit part à son mari, qui venait d'achever de creuser la fosse. Pendant qu'Ali Baba enfouit l'or, sa femme, pour marquer son exactitude et sa diligence à sa belle-sœur, lui reporte sa mesure, mais sans prendre garde qu'une pièce d'or s'était attachée au-dessous. « Belle-sœur, dit-elle, en la rendant, vous voyez ce que je n'ai pas gardé longtemps, votre mesure. Je vous en suis obligée, je vous la rends. » La femme d'Ali Baba n'eut pas tourné le dos que la femme de Cassim regarda la mesure par le dessous. Et elle fut dans un étonnement inexprimable d'y avoir vu une pièce d'or attachée. L'envie s'empara de son cœur dans un moment. « Quoi, dit-elle, Ali Baba a de l'or par mesure? Et où le misérable a-t-il pris cet or ?» Cassim, son mari, n'était pas à la maison. Comme nous l'avons dit, il était à sa boutique, où il ne devait revenir que le soir. Tout le temps qu'il se fit attendre fut un siècle pour elle, et dans la grande impatience où elle était de lui apprendre une nouvelle dont il ne devait pas être moins surpris qu'elle. À l'arrivée de Cassim chez lui, Cassim lui dit sa femme, « Vous croyez être riche, vous vous trompez. Ali Baba l'est infiniment plus que vous. Il ne compte pas son or, comme vous, il le mesure. » Cassim demanda l'explication de cette énigme et lui en donna l'éclaircissement en lui apprenant de quelle adresse elle s'était servie pour faire cette découverte. Elle lui montra la pièce de monnaie qu'elle avait trouvée attachée au-dessous de la mesure. Pièce si ancienne que le nom du prince qui était marqué lui était inconnu. Loin d'être sensible au bonheur qui pouvait être arrivé à son frère pour se tirer de la misère, Cassim en conçut une jalousie mortelle.
Il en passa presque la nuit sans dormir. Le lendemain, il alla chez lui, que le soleil n'était pas levé, et il ne le traita pas de frère. Il avait oublié ce nom depuis qu'il avait épousé la riche veuve. « Ali Baba, dit-il, en l'abordant, vous êtes bien réservé dans vos affaires. Vous faites le pauvre, le misérable, le gueux, et vous mesurez l'or ?» « Mon frère, reprit Ali Baba, je ne sais de quoi vous voulez me parler. Expliquez-vous. »« Ne faites pas l'ignorant, reprit Cassim, et en lui montrant la pièce d'or que sa femme lui avait mise entre les mains. « Combien avez-vous de pièces d'or, ajouta-t-il, sembla à celle-ci que ma femme a trouvée attachée au-dessous de la mesure que la vôtre vint lui emprunter hier. » À ce discours, Ali Baba connut que Cassim et la femme de Cassim savaient déjà ce qu'il avait un si grand intérêt de tenir caché. Mais la faute était faite, elle ne pouvait se réparer. Sans donner nom à son frère, la moindre marque d'étonnement ni de chagrin, il lui avoua la chose, et il lui raconta par quel hasard il avait découvert la retraite des voleurs, et en quelque endroit il lui fit offrir, s'il voulait, garder le secret, de lui faire part du trésor. « Je le prétends bien ainsi, » reprit Cassim d'un air fier. « Mais ajouta-t-il, je veux savoir aussi où est précisément ce trésor, les enseignes, les marques, et comment je pourrais y entrer moi-même. S'il m'en prenait envie, autrement, je vais vous dénoncer à la justice. Si vous le refusez, non seulement vous n'aurez plus rien à en espérer, vous en perdrez même ce que vous avez enlevé, au lieu que j'en aurai ma part pour vous avoir dénoncé. » Ali Baba, plutôt que par son bon naturel qu'intimidé par les menaces insolentes d'un frère barbare, l'intrusit pleinement de ce qu'il souhaitait et même des paroles dont il fallait qu'il se servît tant pour entrer dans la grotte que pour en sortir. Cassim n'en demanda pas davantage à Ali Baba. Il le quitta, résolu de le prévenir, et, plein d'espérance de s'emparer du trésor lui seul, il part le lendemain, au grand matin, avant la pointe du jour, avec 10 mulets chargés de grands coffres qu'il se propose de remplir en se réservant d'emmener un plus grand nombre dans un second voyage, à proportion des charges qu'il trouverait dans la grotte. Il prend le chemin qu'Ali Baba lui avait enseigné. Il arrive près du rocher et il reconnaît les enseignes et l'arbre sur lequel Ali Baba s'était caché. Il cherche la porte, il la trouve, et pour la faire ouvrir, il prononce ces paroles. « Sésame, ouvre-toi ». La porte s'ouvre, il entre, et aussitôt elle se referme. En examinant la grotte, il est dans une grande admiration de voir beaucoup plus de richesses qu'il ne l'avait compris par le récit d'Ali Baba. Et son admiration augmente, et à mesure qu'il examine chaque chose en particulier. Avare et amateur de richesses, comme il était, il eût passé la journée à se repaître les yeux de la vue de tant d'or s'il n'eût songé qu'il était venu pour l'enlever et pour en charger ses 10 mulets. Nous devons malheureusement nous arrêter là pour cette lecture, mais retrouvez-nous très vite dans la prochaine émission pour poursuivre les aventures d'Ali Baba. Je vous souhaite une très bonne nuit, en tout cas pour ceux qui se couchent, et une très bonne journée à tous les autres. À très vite.